Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce journal, un journal que nous ouvrirons avec le nouvel exploit de Valentin Vachereau qui s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Nous serons dans quelques instants avec notre consultant Laurent Orsini et nous écouterons également la réaction de ses plus proches coéquipiers. Paul Watson sera notre invité ce soir, le cofondateur de Greenpeace et fondateur de Sea Shepherd intervenait lors du dernier rendez-vous du Monaco Press Club hier. Il confiera ce soir ses combats, mais aussi son point de vue sur l'engagement de la principauté pour les causes environnementales. Ils sont toujours avides d'idées. Les membres du Conseil économique, social et environnemental des jeunes ont débuté leur travail pour apporter leur vision de la société monégasque. Nous les avons suivis. Et puis l'histoire de Monaco se dévoile dans un manuel destiné aux élèves de CM2, un troisième volume qui couvre cette fois-ci l'époque contemporaine. Renversant, historique, impressionnant, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire le nouvel exploit de Valentin Vachereau. Le monégasque s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai. Il a dominé Holger Rune, 11e mondial en 3-7, 2-6, 7-6, 6-4 et retrouvera dans le dernier carré Novak Djokovic. Issu des qualifications, Valentin Vachereau poursuit sa folle semaine à Shanghai. Bonsoir Laurent Orsini. Bonsoir Émilie Rousseau. Vous êtes notre consultant tennis sur Monaco Info. C'est exceptionnel et historique ce que vient de réaliser Valentin Vachereau à Shanghai. Oui, c'est incroyable, hein. C'est le meilleur tournoi de sa carrière, les plus grosses victoires de sa carrière. Il a fait des résultats absolument époustouflants. Il n'en revient pas lui-même quand on écoute ses réactions après ce dernier match contre Holger Rune. Il a battu 4 joueurs qui sont pratiquement tous dans le top 30 en s'étant qualifié et en étant aujourd'hui en demi-finale de ce Master 1000 pour affronter Novak Djokovic. Donc c'est un vrai conte de fées qui ne s'arrête plus. Il a impressionné par son mental et son physique également. Oui, c'est vrai que dans les moments importants, il n'a pas tremblé, il s'est pas trop crispé, il a toujours joué son jeu, toujours fait des grosses premières, toujours bien rentré dans le court. Physiquement, il est bien. Alors, est-ce qu'il bénéficie aussi de la fin de saison pour les joueurs qui ont joué toute l'année à ce niveau-là, qui sont peut-être un petit peu fatigués, des conditions très compliquées au niveau climatique, avec beaucoup d'humidité. Mais lui, il est là, il répond présent. C'est ce que s'étonnait aussi un petit peu et ce que soulignaient les commentateurs pendant le match en direct. Il bénéficie d'un jour de repos entre chaque match, qui est assez rare aussi dans les Master 1000. Donc tout est aligné pour que ça se passe comme ça et on lui souhaite encore d'aller plus loin, peut-être même jouer son cousin en finale. Oui, vous l'avez dit, il sort des qualifications, il s'offre Rune, un sacré joueur, et puis 3 joueurs du top 30. Comment on peut expliquer cette montée en puissance de Valentin ? C'est explicable dans le sens où il nous l'avait déjà prouvé, que ce soit en Coupe Davis, on a l'habitude de le suivre. Il avait battu Nuno Borges ici au Monte Carlo Country Club, qui était déjà dans le top 50. Il avait réussi à battre Jean-Léonard Struff aussi au Monte Carlo Rolex Master. Après, il était à 2 doigts de battre contre Dimitrov. Donc, on savait qu'il avait ce niveau de jeu-là. Mais là où je suis étonnamment surpris, c'est qu'on l'a suivi à Chypre en Coupe Davis, où conditions difficiles, des adversaires pas simples, mais pas du niveau de ceux contre qui il a joué. Il avait un niveau de jeu, bon, il a gagné, mais il avait un niveau de jeu qui était un peu, qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Après, il est allé faire le Challenger de Saint-Tropez en rentrant de Chypre, mais bon, ça s'était pas super bien passé. Il est allé à Shanghai, il est rentré juste dans les qualifs, et puis là, on peut dire que c'est un déclic parce que tous les jours, son niveau de jeu est incroyable, il ne baisse pas, il a vraiment sa place, quoi. Il a sa place et il est même assuré d'intégrer le top 100 au classement ATP grâce à cette qualification en 2000. Oui, c'est historique. J'entendais ça, qu'il allait être aux alentours de la 90e, 92e place mondiale, ce qui lui permet de rentrer l'année prochaine dans tous les tableaux finaux de chaque grand chelem. Donc c'est un vrai changement pour lui et au niveau comptable, c'est-à-dire classement, et au niveau aussi financier. Donc il va passer dans un autre monde, dans le monde des top 100. Et c'est vraiment exceptionnel parce que lui qui était à la porte du top 100, il avait une grosse blessure à l'épaule qui l'avait éloigné des cours pendant plusieurs mois. Il avait du mal à revenir. Il est allé jouer des petits tournois. Voilà, c'était difficile, mais moi je le voyais ici à la salle. Voilà, il lâchait rien, il est sérieux, il est appliqué, il est concentré dans ce qu'il fait. Et on le voit encore aujourd'hui sur le court. C'est incroyable, mais c'est quelque part pas étonnant non plus. Est-ce qu'il peut rêver plus grand à présent ?
Voilà, j'ai envie de vous dire que tout est possible parce que même un Novak Djokovic aujourd'hui, voilà, après sa victoire contre Laslo Djere au premier tour, on se disait il joue Bublik, qui fait une saison incroyable, qui est top 20, il gagne. Après il joue Machak, après il joue Griekspoor. Et là, il bat Holger Rune, qui est un des meilleurs joueurs du monde. Il joue Novak Djokovic, qui vient de gagner, qui est un peu diminué aussi. Mais bien sûr, là il ne s'interdit plus rien, quoi. On peut aller au bout. En tout cas, on sera derrière Valentin Vacherot samedi pour cette demi-finale face à Djokovic. Merci beaucoup, Laurent Orsini, d'avoir été notre invité ce soir pour analyser ce moment historique et cette qualification de Valentin Vacherot en demi. Et c'est pas fini. C'est pas fini, c'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Et si Valentin Vacherot écrit une nouvelle page de l'histoire du tennis monégasque à 9000 km de la Principauté, eh bien à Monaco, les soutiens sont nombreux. Au MCCC notamment, où ses coéquipiers de Coupe Davis et son préparateur physique ont suivi avec beaucoup d'émotion cette qualification. Le reportage de Lisa Fernandez-Martins et Massimo Piantoni. Ici, au Monte Carlo Country Club, là où tout a commencé, la fierté est immense. Les cours surplombant la Méditerranée vibrent du soutien de ceux qui côtoient Valentin avant son match contre Novak Djokovic samedi. C'est la belle histoire de jouer enfin contre Djoko aussi, qui est quand même la légende du tennis. Donc voilà, la belle histoire continue et évidemment là, vu le niveau qu'il affiche, il a des grandes ambitions et franchement aussi... Physiquement, il est plus fort que tout le reste du plateau. C'est plus qu'un collègue, Valentin. C'est vrai que c'est notre numéro 1 de Coupe Davis et on est une très petite équipe, très familiale. Donc ça me fait vraiment plaisir et le travail paye enfin. Donc voilà, je sais, j'étais avec lui depuis très longtemps. Il met énormément de travail, il fait énormément de concessions, tout ça pour son tennis. Il s'entraîne énormément dur, donc il a été blessé. Alors par rapport à la blessure qu'il a eue l'année dernière, c'était assez difficile parce qu'il a dû s'arrêter en 5 à 6 mois sans pouvoir réellement jouer au tennis. Donc on a axé le travail sur ce qu'il pouvait faire, sur le travail cardio qui était peut-être quelque chose là où il était un peu moins performant. Et je pense que là le travail a payé sur les derniers matchs et sur le tournoi qu'il fait. Donc, il reste 2 matchs à gagner, il y a juste à les gagner, c'est tout. Plus que 2 matchs à gagner donc pour continuer à défendre les couleurs de Monaco et faire vibrer son pays. Mais Valentin Vacherot incarne déjà l'esprit du tennis monégasque, détermination, humilité et excellence. Ce niveau de jeu-là, il l'a déjà eu pas mal de fois. Il n'est pas du tout en sur-régime sur ce tournoi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on sent que ce qu'il est en train de produire à Shanghai, il est capable de le reproduire tout au long de l'année. C'est très cohérent ce qu'il fait, c'est très courageux et voilà, on n'est pas surpris. Maintenant, c'est vrai qu'au fur et à mesure que les matchs avancent, on sent qu'il a beaucoup de confiance en lui, qu'il ose faire des choses. Mais en soi, son niveau de jeu, on le savait capable de le faire. Et cette performance qu'il a déjà fait entrer dans le top 100 mondial va lui ouvrir les plus grandes portes de la discipline. Ça va lui permettre de rentrer dans les plus grands tournois du monde, notamment les tournois du Grand Chelem. Donc c'est vrai que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Alors financièrement aussi, ça va être super important. Ça va lui permettre de continuer à avoir une belle structure autour de lui qui pourra le suivre tout au long de l'année avec l'entraîneur, tout ça. Donc franchement, pouvoir jouer tous les meilleurs tournois du monde, ça va être quelque chose de génial pour lui. En Principauté, on l'attend et on croit plus que jamais à une victoire monégasque à Shanghai. Et nous suivrons bien évidemment cette demi-finale de près samedi. En football, les nouvelles ne sont pas tout aussi réjouissantes. Le club de la Principauté a décidé de se séparer de son entraîneur à 18h. La rumeur circulait depuis déjà quelques jours. Elle a été officialisée aujourd'hui par l'AFP. Arrivé à l'été 2023, l'Autrichien paie ce début de saison en dents de scie. Paul Watson était l'invité du Monaco Press Club hier soir à l'occasion d'une conférence exceptionnelle à l'Hôtel Métropole. Le capitaine est militant écologiste engagé, cofondateur de Greenpeace et fondateur de Sea Shepherd, est revenu sur son parcours, ses combats et sa vision pour l'avenir de notre planète devant près d'une centaine de participants. Paul Watson est l'invité de Monaco Info ce soir. Bonsoir. Good evening. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes une figure mondiale de la défense des océans. Selon vous, est-ce que c'est un sujet qui est assez pris au sérieux aujourd'hui? It's being taken seriously more and more, but we've got a long ways to go. The ocean is our life support system, and if we don't take care of it, it's going to
be diminished and die. And if the ocean dies, we die with it. Mais est-ce que les actions sont aujourd'hui suffisantes? Quand on voit les déclarations d'un président comme Donald Trump à la tribune de l'ONU, que le changement climatique est la plus grande arnaque au monde, est-ce que le sujet est assez considéré par les pouvoirs politiques? Well, certainly not in the United States. I mean, the President of the United States is a major obstacle to addressing this problem. But there are world leaders. You know, there are 60 countries that were needed to ratify the High Seas Treaty, and that included France and Monaco. And we've got that High Seas Treaty. Now the thing is that we have to enforce it. And so I'm hoping that it will make a difference. It always takes a long time to do anything when governments are involved. I've always felt, though, that a movement is led by and inspired by individuals. That's what makes the difference. It's the passion, the courage, and the imagination of individuals that changes things. It's because of the Jane Goodalls and the David Attenboroughs and the Jacques Cousteau. It's individuals making a difference. And when they do, then they're recognized by governments, and slowly, legislation comes into effect and changes are made. Oui, et pensez-vous que la population, la nouvelle génération, a un rôle à jouer? Well, young people not only have a role to play, unlike our generation or previous generations, they have no choice, because the world that they are inheriting is we can't even imagine what it's going to be like. When I was younger, we had a pretty good idea of the world that we were moving towards, but now we don't know, because of climate change, species extinction, so many problems that are facing the natural world. So there's a lot of challenges for young people today. Et ils sont conscients de cette urgence écologique et climatique, hein? Not enough people are aware of it, no. And a lot of people are in denial, unfortunately. But it's going to be more and more of a serious problem as each year goes by. By 2048, my prediction is there won't be any fishing industry because there won't be any fish. And people just don't want to look forward into the future. I mean, to be an effective conservationist, you have to be able to look forward 100 years from now, 1,000 years from now, 1,000,000 years from now, because what the world will be like, the planet will be like 1,000,000 years from now will be defined by what we do today. So we have that incredible responsibility to make sure that we pass down everything to future generations, hopefully in a better state than we actually inherited it ourselves. Paul Watson, le berger des océans, c'est un des surnoms que l'on vous donne. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous qualifie? Well, I set up Sea Shepherd for specifically that reason, to be guardians of life and biodiversity in the sea. So yes, we are shepherds to life in the sea. And that was inspired by my first campaign with Greenpeace when I went out to protect baby harp seals on the ice, who look like little lambs. And so I called that, I wrote an article about it called Shepherds of the Labrador Front. So that was the origin of the word shepherd. And then we named our first ship the Sea Shepherd. Alors vous êtes aujourd'hui à Monaco, Paul Watson, pays reconnu pour son engagement en faveur de la protection de notre planète. Quel regard portez-vous sur l'engagement du prince Albert II? Well, Prince Albert's been involved for an awful long time. When I first came to Monaco in 1997 for the International Whaling Commission meeting, it was at the invitation of Prince Rainier. And we were docked right alongside where the conference was taking place. And Albert came on board and gave me an invitation to the reception where I wasn't allowed to be. The International Whaling Commission had banned me, but he gave me that invitation and I attended. And so, you know, I've been following what he's been doing for the years. I think he's been following what I've been doing for the years I've had the occasion to meet with him on many occasions, and he's probably one of the most dynamic leaders of any nation when it comes to marine conservation and conservation in general. Et en espérant que votre message soit entendu ce soir, merci infiniment d'avoir été notre invité sur Monaco Info, Paul Watson. Merci beaucoup. Thank you. Ils participent activement à la vie de la principauté et présentent leurs idées pour l'avenir. Les membres du Conseil économique, social et environnemental des jeunes viennent de se réunir pour leur séance d'installation. Tout au long de l'année, ils vont travailler sur des projets qui seront ensuite transmis aux autorités monégasques. L'opportunité d'apporter un regard neuf en lien avec leur génération. Les détails de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. À Monaco, les jeunes ont leur voix. Le Conseil économique, social et environnemental des jeunes les place au cœur des décisions. L'objectif est de les impliquer dans différents projets et de faire émerger des idées concrètes pour la principauté. Une manière de construire un futur qui leur ressemble et de renforcer leur engagement citoyen.
Son rôle, c'est de faire participer les jeunes de la principauté, en fait, les jeunes qui sont scolarisés à Monaco, donc au lycée Régnier III, au lycée Albert Ier ou à FANB. On leur propose de faire un peu les mêmes travaux que les nôtres, mais avec leurs idées de jeunes, leurs idées novatrices. Enfin, ils réfléchissent à ce qui pourrait améliorer la vie de nous tous. Ils élaborent des vœux donc durant toute l'année, aidés par leurs professeurs référents, aidés également par certains de nos membres ou par notre secrétariat en fait. Et ce vœu, après, ils viennent nous le présenter dans la séance de restitution. Ils le discutent, ils l'argumentent, ils le votent. Et après, leurs travaux sont transmis en même temps que les nôtres à nos autorités en fait. En quelques années, plusieurs projets portés par les jeunes ont déjà vu le jour. Initiatives culturelles, actions solidaires ou programmes économiques. Ils traduisent leur énergie en réalisations concrètes pour la principauté. Ces projets montrent que l'engagement des jeunes n'est pas qu'une idée. D'impact pour eux, vous avez le Citystad, dont ils peuvent profiter. Et alors c'était le fruit d'un de leurs vœux que le Conseil national avait repris et bien discuté avec le gouvernement qui a mis les moyens pour ça. Et donc, ils ont leur Citystad, par exemple. Vous avez, j'en parle très souvent, le jardin sensoriel. Vous avez, mais alors là, je repars des années en arrière, ils avaient pensé à des bus électriques. Donc, vous voyez, ils ont des vœux très précurseurs. La prochaine étape pour ces jeunes engagés, la séance plénière prévue en mai prochain, un moment clé pour présenter leurs idées et passer de la réflexion au projet réel. L'histoire de Monaco se dévoile dans un manuel destiné aux élèves de CM2, un 3e volume qui couvre cette fois-ci l'époque contemporaine. Le temps d'un reportage, Sarah Incari et Massimo Piantoni sont retournés sur les bancs de l'école pour en savoir plus. Vous m'avez donné comme mot tout à l'heure pour décrire le paysage. Bâtiment, j'en avais un autre. Non. Après la version pour les CE2 et les CM1 sortis respectivement en 2019 et 2020, voici le tome 3 de la collection Monaco Mon Histoire, utilisée par les CM2 depuis la rentrée scolaire 2025. À la différence des deux premiers consacrés uniquement à l'histoire, ce dernier intègre aussi des chapitres de géographie et d'enseignement moral et civique. Nous suivons les programmes français et ces manuels permettent de travailler à partir du local, à partir de Monaco, puisque nous sommes aussi un des établissements à Monaco, tout en y travaillant les compétences qui sont préconisées dans le bulletin officiel. Voilà. C'est juste en fait un transfert, mais on part de Monaco et on ouvre un petit peu sur la France. Une matière enseignée environ 1h30 par semaine, dans laquelle de nombreux thèmes sont passés en revue, de la Révolution jusqu'à la fin du règne du prince Régnier III. En géographie, les particularités du territoire sont notamment abordées. Il s'agit d'ailleurs de la leçon du jour. Qu'est-ce que tu as appris sur les spécificités de Monaco ? Qu'il y avait 2 ports, qu'il y avait plusieurs quartiers, le Rocher, le Larvoto. Pour ceux qui étaient là, déjà depuis le CE2, qui ont travaillé sur ces manuels Monaco Mon Histoire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme indice à avoir ? Pour les professeurs, ce support, rédigé par Armelle Bourreau de Saxé, responsable du centre de formation pédagogique, et l'enseignante Caroline Leroy, est plus que nécessaire. Les élèves se l'ont approprié, la participation active de ce matin pour preuve. Monaco continue de renforcer sa présence sur la scène économique internationale après plusieurs échanges récents avec l'Italie et la Suisse. C'est cette fois-ci la Pologne qui était à l'honneur. Une délégation d'entrepreneurs est venue découvrir le dynamisme du tissu économique monégasque. Christinda Petit-Homel et Arnaud Ambert. Organisée par le Monaco Economic Board, cette rencontre s'inscrit dans la volonté de la principauté d'intensifier ses échanges avec l'Europe centrale. Le restaurant chez Marius a donc accueilli ce vendredi un déjeuner pas tout à fait comme les autres, autour des tables des entrepreneurs monégasques et une délégation d'affaires venue tout droit de Pologne. L'objectif, tisser des liens économiques et explorer de nouvelles opportunités entre les deux pays. Pour la Pologne, nous y sommes allés l'année dernière et là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le métier, le match retour. Donc le match retour, ce sont les entrepreneurs polonais qui viennent ici, qui apprennent, ce ne sont pas les mêmes d'ailleurs que ceux que nous avons vus l'année dernière. Ils apprennent, ils voient, ils rencontrent nos entreprises. Alors la principauté, on est toujours sur nos 3 fameux piliers, la sécurité, l'éducation, la santé.
Une fois explicité cela, on peut démarrer, c'est-à-dire démarrer sur nos secteurs, les secteurs qui correspondent à l'économie polonaise. En l'occurrence, on a de l'aéronautique, on a de la vente d'avions, on a du yachting, on a de la finance. On a plusieurs secteurs en fait sur lesquels nous avons des entreprises très bien implantées ici et qui vont parler, écouter, échanger. Au programme, des présentations croisées, des sessions de networking et de nombreux échanges sectoriels autour de thèmes variés comme l'énergie renouvelable, les technologies, la santé, l'éducation, la sécurité, mais aussi la stabilité. Un dynamisme monégasque d'ailleurs salué par la délégation polonaise. Un côté petit, mais l'autre côté très fort. Et très fort et très grand. Parce que les services financiers, la coopération internationale avec beaucoup de pays du monde sont impressionnantes. C'est pourquoi pour les Polonais, pour les business polonais, les contacts et la coopération entre les sociétés polonaises et monégasques, c'est une question prioritaire. Quels sont les secteurs qui marchent le plus en Pologne ? Actuellement, c'est le secteur agricole, agroalimentaire, le secteur de production des instruments pour l'aviation, la fourniture. C'est aussi la question d'éducation. Nous avons 360 universités privées et 50 universités publiques. C'est aussi très important pour le développement de notre pays. Et il y a 350 000 étudiants étrangers qui étudient en Pologne. Après la conférence, les entrepreneurs polonais ont donc pu échanger avec les entrepreneurs monégasques à l'occasion de B2B, un moment convivial mais stratégique qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle étape dans les relations économiques entre Monaco et la Pologne. Coup de projecteur à présent sur ce colloque qui a réuni à l'Automobile Club de Monaco les acteurs de la place financière monégasque. Organisée par l'ACI, cette conférence annuelle a permis de décrypter les changements provoqués par l'environnement géopolitique actuel. Les explications de Christine Petit-Homel et Arnaud Imbert. Dans un monde de plus en plus instable, comment les marchés se préparent-ils à la militarisation de l'économie ? Un sujet brûlant qui a rassemblé investisseurs, banquiers et économistes autour d'une même inquiétude, la montée des tensions géopolitiques et leurs effets sur les marchés financiers. Il y a des risques partout. Il y a le risque d'inflation aux États-Unis, ce qui ferait peut-être juste au moment où il paraît que la Fed est en train de se lancer dans un cercle un mouvement en bas des types d'intérêts. Et en même temps, l'Europe a une opportunité énorme de se mettre en marche. Parce qu'on n'a pas les mêmes pressions inflationnaires, on a un moment de changement d'attitude. Ce n'est pas un plaisir d'être obligé d'investir beaucoup dans la défense, mais il faut quand même le faire. Et en même temps, les marchés asiatiques se trouvent dans des problèmes eux-mêmes particuliers. La Chine, par exemple, son problème de dette. Entre guerre commerciale, crise énergétique et fractures technologiques, les risques se multiplient. Pour les investisseurs, l'incertitude est désormais la norme. Alors, comment s'adapter ? Il n'y a pas une solution. Tout dépend du client, du profil de risque qu'il veut prendre, ce qu'il veut faire. Mais ma philosophie, c'est plutôt de long terme, d'investissement de long terme. Prenez les choses avec le maximum de calme possible, mais ne pas oublier qu'il faut être les yeux ouverts pour les risques qui ne sont peut-être pas dans les premières pages des journaux aujourd'hui. Les experts miseraient sur la diversification et sur des investissements comme dans les énergies ou les technologies. Le message est donc clair. Dans un monde plus incertain, les investisseurs devront eux aussi être armés. Une conférence qui a rappelé que l'économie mondiale se joue désormais autant sur le terrain financier que stratégique.
À quelques jours de la Journée internationale de la fille qui sera célébrée le 11 octobre prochain, la mairie de Monaco a inauguré une exposition consacrée à l'égalité filles-garçons dans le hall de l'institution communale. Fabien Bonilla et Arnaud Humbert étaient sur place, regardez. Les citations exposées ont été prononcées au cours de l'été par 18 enfants, filles et garçons de 6 à 12 ans du mini-club, en présence de Chloé Boscagli, adjointe au maire chargée de la parité, et de Céline Cotalorda, déléguée pour la promotion et la protection des droits des femmes. L'exposition inaugurée ici en présence du maire et de nombreux représentants institutionnels met en valeur la vision de l'égalité à travers des témoignages et des petites phrases prononcées, une manière de donner la parole à la jeunesse et d'ancrer les valeurs de respect et de parité dès le plus jeune âge. On se rend compte que la parole des enfants, évidemment, est particulièrement touchante et impactante. Et ça peut nous amener à réfléchir aussi. Et donc, c'est important en tant qu'adulte qu'on s'interroge sur leur propre perception. C'est vrai qu'on constate que la notion de respect, en particulier, est un sujet de préoccupation dès le plus jeune âge. Cette rencontre a aussi permis d'annoncer une nouvelle mesure en faveur du bien-être des jeunes filles. À la demande des étudiants du pavillon Bozio, la mairie poursuit l'installation de distributeurs de protection périodique gratuite dans 6 lieux publics, comme le hall de la mairie, la médiathèque, l'académie Régnier 3 ou encore la piscine Saint-Charles. Une initiative engagée pour briser les tabous et garantir un accès équitable aux produits essentiels. C'est vrai que c'est un sujet qui revient de plus en plus, qui s'est beaucoup étendu au sein des institutions, des écoles et aussi des hôtels de la principauté. Donc on a voulu doter la mairie de Monaco dans 6 endroits stratégiques pour les jeunes de ces distributeurs gratuits. Et on a pu le faire grâce à l'association Chicken Iken. C'est une initiative qui a remporté un prix. Du Better Futures Fund de la FIA Formula I. Donc c'est aussi important pour nous de concrétiser ces paroles des jeunes. Ce projet illustre la volonté de Monaco de soutenir l'égalité et la dignité féminine au quotidien. Avec cette démarche, la mairie réaffirme son engagement envers les jeunes générations à l'occasion d'une journée dédiée à toutes les filles du monde. Intéressons-nous à présent à la SLA, 3 lettres pour désigner une maladie plus connue sous le nom de maladie de Charcot. Elle comptabilise 5 nouveaux cas par jour en France. Pour parler librement de ce sujet, certains prennent la parole. C'est le cas de Lorraine Vivier qui témoigne dans un documentaire intitulé « Du côté de la vie ». La Croix-Rouge monégasque a organisé une projection de ce grand format au Théâtre Princesse Gracie hier. Rencontre dans ce reportage signé Alban Gingembre, Lionel Bernardi, Thomas Deus et Paul Gougassian. En 2022, Lorraine découvre qu'elle est atteinte de la maladie de Charcot, une maladie neurodégénérative incurable. Cela marque le début d'un combat, mais aussi d'un engagement dans la recherche d'une solution pour elle et pour tous les autres. Quand je suis sortie de l'hôpital, quand ils m'ont diagnostiqué cette maladie, j'avais jamais entendu parler de cette maladie. Quand j'en parle autour de moi, 9 personnes sur 10 me disent « je connais pas » ou « j'ai entendu parler de loin ». Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est une maladie qui est déclarée la plus cruelle par l'OMS. Les projets, les actions que je mets en place avec ma sœur, avec l'association ARSLA qui est basée sur Paris, tout ça, pour moi, c'est un moteur, c'est une façon d'aller trouver un traitement. L'inauguration de l'Institut Charcot, pour moi, c'est un pas en avant. C'est le premier institut de France qui se consacre uniquement à la SLA et aux maladies du motoneurone et qui a besoin de 20 millions d'euros pour pouvoir créer des projets de recherche et faire avancer plus vite la recherche sur la maladie de Charcot. Parmi ses nombreuses actions pour faire connaître la maladie, Lorraine participe à des défis sportifs. Du côté de la vie, c'est un documentaire signé Myriam Sera qui met la lumière sur cette pathologie dont on parle trop peu. Entre le moment où j'ai écrit le scénario, entre le moment où on a trouvé un diffuseur, la maladie de Lorraine, elle a continué à progresser. C'est difficile aussi de rentrer dans le quotidien de Lorraine, d'être dans sa réalité. On a beaucoup pleuré, on a beaucoup ri aussi. J'ai essayé de faire vraiment ce documentaire qui corresponde en fait au caractère de Lorraine, d'essayer de faire quelque chose de lumineux en fait, voilà. Et de ne pas être dans le pathos. Et un documentaire comme ça, un petit peu sur le fil, parce que c'est pas facile de parler d'une pathologie aussi grave sans être triste. À 37 ans, Lorraine fait partie des 8000 patients aujourd'hui affectés par la maladie en France. C'est ainsi que s'achève ce journal. Dans un instant, les prévisions météo de Sarah Inkari que vous retrouverez à la présentation de votre JT demain. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et ces jeunes qui s'impliquent pour leur pays, qui ont pris place dans l'hémicycle du CESE des jeunes. Excellente fin de semaine à tous sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Après la journée grise d'aujourd'hui, le soleil sera de retour demain et il devrait nous accompagner tout au long du week-end. Côté température, elles seront comprises entre 15 et 24 degrés, ce qui est encore très agréable. Enfin, notez que ce vendredi 10 octobre, nous fêterons la Saint-Ghislain et nous perdrons encore 3 minutes de soleil. Belle soirée avec nous sur Monaco Info et à demain pour votre 19h. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.